tous. Donc, je me présente rapidement. Tom Dumont, je représente la coopérative ID. Alors, si ça défile trop vite, ça va pas le faire. Donc, rapidement, je vais présenter juste la coopérative ID rapidement. Donc, nous, on est bureau d'études en thermique du bâtiment, efficacité énergétique, énergie renouvelable et environnement sur surtout la Normandie. Comme vous le voyez sur la carte, on a des opérateurs un peu partout. Et donc, on travaille, nous, notamment sur la thermique du bâtiment par le biais du dispositif régional que je vais présenter un peu plus loin et où on intervient pour faire notamment de la rénovation BBC, donc bâtiment basse consommation, qui est la thématique de cette micro-conférence. Rapidement, étant donné que nous sommes sous le statut coopératif, on a, je dirais, des objectifs sociaux à respecter. Et nous, sur ce qui avait été écrit dans les statuts, c'était de promouvoir la performance énergétique sur notre territoire, notamment en s'inspirant du scénario Négawatt. Donc, c'est le scénario Négawatt, pour ceux qui ne connaissent pas rapidement, c'est un scénario de transition énergétique qui a été édité par des chercheurs français pour la transition énergétique française afin de répondre aux enjeux climatiques. Et donc, le schéma que vous avez avec le triptyque de sobriété, efficacité, renouvelable, c'est le triptyque qu'on revoit souvent affiché pour Négawatt. Donc, pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à aller voir leur site et leur scénario qui est tout à fait pertinent pour pouvoir faire une transition écologique et surtout énergétique efficace et durable. Donc voilà, rapidement pour la présentation, je m'éternise pas dessus. Ensuite, je voudrais parler un petit peu de la démarche qu'on a eue avec François Delard, que je remercie pour la création de ces micro-conférences. La démarche globale, c'était de présenter des thématiques en lien avec la transition énergétique de manière générale pour informer les gens sur certains éléments qui restent assez méconnus aujourd'hui, et notamment au travers des actions locales qui sont proposées, en échangeant sur les problématiques et les solutions qui sont répertoriées, et qu'on puisse trouver du coup une synergie tous ensemble sur les compétences, les ambitions et les actions qu'on peut avoir sur la transition énergétique pour accélérer le mouvement et le rendre plus efficient. Donc voilà, globalement, l'objectif global qu'on s'était fixé autour de cette expérimentation de micro-conférence. À gauche, vous avez un listing rapide qu'on avait établi si jamais justement ce schéma doit être répété. Voilà, si déjà quelques propositions que la coopérative ID peut mettre en avant sur d'autres micro-confs, mais évidemment d'autres professionnels, d'autres thématiques pourront être abordées évidemment pour vraiment avoir un regard le plus exhaustif sur la transition écologique et les différentes actions locales qui peuvent être répertoriées sur le territoire. Donc voilà un petit peu pour ça. Donc je vais passer à la conférence. Mince, excusez-moi. Voilà. Donc sur la rénovation énergétique, donc bâtiment BBC. Non, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Donc si, bâtiment BBC, donc bâtiment basse consommation. Et donc l'objectif, ça va être de dire pourquoi on fait de la... Oui, excusez-moi, j'ai un petit problème technique. Pourquoi on fait de la rénovation BBC au vu du contexte, comment on peut le faire et quels sont les acteurs locaux qui peuvent accompagner sur cette thématique. Donc, je vais rapidement contextualiser un peu les choses sur le sujet. Ensuite, évoquer les différentes actions locales qui existent sur la Normandie pour accompagner sur ces thématiques-là, notamment le dispositif régional. Et ensuite, je laisserai place aux questions et aux débats pour pouvoir avancer sur le sujet. Alors, excusez-moi, je fais juste une petite pause rapidement, parce que là, j'ai l'impression qu'il me passe les diapos trop vite. Voilà. Donc, pour contextualiser rapidement sur l'état du parc immobilier français, aujourd'hui, on est en moyenne sur une étiquette E, ce qui est plutôt dans le bas du panier, donc on n'est pas très performant sur le parc résidentiel et tertiaire, donc ça représente 43% des consommations énergétiques en France, qui est le plus gros morceau de la consommation. Hein. Et donc, dans une démarche de transition écologique pour les enjeux climatiques qu'on connaît tous, l'idée c'est d'ici 2050, ça c'est l'objectif qui est fixé par pas mal d'organismes, dont Négawatt, qui dit que d'ici 2050, il aura fallu qu'on ait rénové la quasi-totalité de notre parc immobilier en avoisinant une moyenne d'étiquettes énergétiques aux alentours du B. Donc de grimper quand même de
5 lettres, ou enfin 4-5 lettres par rapport à la moyenne d'aujourd'hui. Donc ça va imposer de faire environ 800 000 rénovations par an et une rénovation pour les logements et environ 3,5% des surfaces tertiaires par an. Donc c'est des objectifs très ambitieux et malheureusement on n'atteint pas ces objectifs. Que ce soit en termes quantitatifs, on est presque 4 fois en dessous. Donc là, typiquement, l'année dernière, on a dû rénover à peu près 200 000 logements en France, ce qui est bien en dessous des objectifs fixés. Et en plus, on a un autre problème, c'est que d'un point de vue qualitatif, on n'a pas atteint les performances énergétiques demandées. La plupart des rénovations qui sont effectuées, qui sont référencées dans les objectifs, on atteint une étiquette C ou D en général, mais pas B ou A. Et du coup, d'un point de vue qualitatif, on n'atteint pas non plus nos objectifs. Et ce qui veut dire que ces rénovations où on n'a pas atteint les objectifs, on va être obligé d'y revenir pour encore améliorer le bâtiment. Sachant qu'en plus, ces rénovations n'ont peut-être pas prévu une deuxième tranche de travaux. Peut-être qu'il faudra redéfaire des choses pour refaire une rénovation performante. Et c'est là où il y a un intérêt de travailler sur la rénovation BBC, parce que comme je vais le présenter un peu plus loin, la rénovation BBC permet une conception dès le départ du bâtiment pour atteindre des niveaux de performance assez élevés. Même si on fait plusieurs tranches de travaux, on va pouvoir vraiment atteindre le niveau escompté et donc atteindre le niveau de qualité qui va être nécessaire pour cette transition écologique. Donc voilà une première raison de pourquoi faire du BBC. L'autre raison, elle est plus évidente, c'est améliorer le confort thermique, hygrométrique et la qualité d'air des différents bâtiments. Une autre raison, ça va être la raison économique, parce que depuis pas mal de décennies, l'énergie ne fait qu'augmenter d'année en année et ça va pas aller en reculant, ça va même, les tendances ont l'air d'être plutôt pessimistes à ce sujet dans les années à venir. Donc si on veut conserver, je dirais, notre train de vie actuel, il va forcément falloir qu'on réduise nos factures énergétiques pour conserver ce niveau de vie-là et donc faire de la rénovation énergétique et à ce sujet-là. Donc ça, c'est une autre raison de faire du BBC. Et encore une autre raison, c'est encore une fois une raison économique, parce que une rénovation énergétique BBC, donc où on va tendre vers une étiquette énergétique de A ou B, on va avoir une plus-value immobilière des biens qui va être plus conséquente forcément que les autres étiquettes et donc apporter une plus-value patrimoniale sur les bâtiments. Alors là, on voit que les pourcentages sont quand même largement en faveur du BBC, mais ne sont pas encore assez pour que ça soit clairement identifié comme vecteur de choix au niveau des achats des bâtiments aujourd'hui. On le voit bien avec les partenariats qu'on a avec les agents immobiliers, c'est pas encore assez significatif. Mais ça va en augmentant les différences, là, les pourcentages que vous voyez vont en s'augmentant au fur et à mesure des années. Donc voilà l'ensemble des éléments qui peuvent nous expliquer la raison du pourquoi faire du BBC. Maintenant, comment le faire? La rénovation BBC, donc bâtiment basse consommation, pour rappel, l'idée c'est une démarche globale, c'est-à-dire qu'on va prévoir une conception globale de la rénovation dès le départ en prenant tous les aspects, tous les postes de consommation en compte et les interactions qu'ils ont les uns entre les autres. Comme ça, on va pouvoir anticiper une rénovation à court terme ou à long terme. Donc soit vraiment une rénovation globale, ce qu'on appelle globale, soit une rénovation en étapes. Et donc on va faire attention aux interactions. Par exemple, si on change les menuiseries, ça rentre directement en interaction avec le système de ventilation. Et il faut que dès la conception, on sache qu'est-ce qui doit être modifié, qu'est-ce qui doit être pris en compte pour garder une évolutivité positive du bâtiment sans avoir à redéfaire des choses dans les années à venir parce qu'on n'aura pas anticipé certains éléments. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment la globalisation, la conception globale pour une rénovation énergétique, c'est vraiment cet aspect-là qui compte avant tout. Et, décidément, c'est pas simple. Excusez-moi, je reviens en arrière. Prends ton temps, y a pas de problème, Tom. Et n'hésite Non, pas à mais bien détailler ce que tu vois pour que ce soit plus simple, même pour ceux qui sont au téléphone, de te comprendre. ah oui, excusez-moi c'est vrai que j'ai pas pensé aux gens qui étaient au téléphone, Non, effectivement. mais il y a pas de souci. Et Donc, t'as des outils d'annotation sur le côté aussi, si tu veux, pour d'accord. bien Ok. montrer ce que tu dis. Ah bon. Du coup, j'aurais dû Excuse-moi. m'entraîner avant. Non, Mais mais ça sera un bon essai.
En tout cas, voilà. Et donc, sur tous les postes, on va forcément réfléchir à l'ensemble des postes de consommation d'énergie sur le bâtiment pour vraiment réfléchir global. Et donc, on va forcément réfléchir à l'isolation, évidemment, au remplacement des menuiseries, au système énergétique, le chauffage, le chaud sanitaire, choses assez classiques finalement qu'on voit un peu tous les jours dans la rénovation, je dirais classique. Après, il y a éventuellement tout ce qui est énergie renouvelable, qui vient plutôt en aboutissement des projets. On a tout ce qui est pont thermique, étanchéité LR et ventilation. Donc ça, c'est 3 sujets qui sont très largement oubliés aujourd'hui dans la rénovation énergétique classique, parce qu'il n'y a pas de subvention spécifique sur ces éléments-là, tout simplement. Et du coup, c'est quand même des choses qu'on doit forcément considérer et anticiper pour vraiment être performant sur ces 3 éléments-là si on veut atteindre un jour du BBC. Typiquement, l'étanchéité à l'air, quelque chose qui est très méconnu, reste un élément incontournable de la rénovation BBC qu'il faut traiter pour atteindre les niveaux de performance énergétique. Et dernier point aussi, forcément, qu'on va essayer de réfléchir, sur lequel on va essayer de réfléchir. Alors c'est un élément qui est assez clivant parce que tout le monde n'est pas tout à fait d'accord là-dessus, mais c'est la rationalisation des usages. Est-ce que on peut pas réfléchir autrement l'usage des bâtiments? Par exemple, je donne un exemple comme ça, j'espère que personne n'est dans cette situation. En tout cas, le prenez pas mal, c'est juste une caricature. C'est, admettons, si on a un bâtiment de 200 mètres carrés pour un couple, est-ce que on peut pas réfléchir à réduire cette surface chauffée pour moins consommer, tout simplement? Ce qu'on appelle de la sobriété énergétique, tout simplement. Est-ce qu'on peut pas réduire nos consommations juste au niveau des usages avant de travailler sur le bâtiment lui-même? Donc, on va réfléchir à l'ensemble de ces éléments-là pour vraiment faire une rénovation BBC. Donc, les mots-clés, enfin, les éléments clés de la rénovation BBC, c'est ça. C'est la vision globale dès le départ, dès la conception, pour qu'on puisse à terme atteindre un niveau de performance énergétique élevé. L'autre point aussi, c'est de faire des travaux qui soient durables. L'idée, c'est de vraiment s'inscrire dans le temps et donc de faire des travaux qui vont durer vraiment longtemps. Admettons une isolation de mur. Ce qui est important, c'est que on n'ait pas à y revenir tous les 5 ans. Donc, c'est vraiment de pouvoir mettre une mise en œuvre efficiente et durable pour que ça puisse durer 30 ans et que la rénovation énergétique soit vraiment rentable et environnementalement efficace. Et le dernier point de la rénovation BBC qui est important, c'est ne pas tuer les gisements d'économie d'énergie. Ça, c'est un peu délicat à expliquer, mais le principe, c'est ne jamais faire de demi-mesure dans le BBC. Parce que le problème, c'est que si on isole, admettons, un mur un petit peu pour se dire, bon, je vais mettre un petit peu d'isolation pour le moment, et puis j'y reviendrai plus tard pour mettre quelque chose de plus conséquent. Le problème, c'est que quand on y revient plus tard, quand on fait l'étude économique et de rentabilité de cette isolation de mur, en rajoutant de l'isolation par-dessus l'existante ou en remplaçant, le problème, c'est que ça ne sera plus aussi rentable et du coup, ça va devenir difficile de justifier de la rentabilité de la rénovation énergétique. Et donc, ça vient tuer ce qu'on appelle des gisements d'économie d'énergie. Typiquement, là où on va avoir des gros problèmes là-dessus, c'est les bâtiments des années 90-2000 qui ont été relativement bien isolés, mais pas suffisamment pour atteindre le niveau BBC. Et ces bâtiments-là, à rénover, ça va pas être rentable et ça va être très compliqué sociétalement de rénover ces bâtiments-là. Donc voilà un petit peu les grands principes de la rénovation énergétique. Comment faire une rénovation énergétique? Comment la penser? Maintenant, c'est sur qui on peut s'appuyer, comment on peut faire là aujourd'hui en Normandie notamment. Le principal acteur local qui travaille sur cette thématique-là, c'est bien la région, qui a mis en place déjà depuis plusieurs années un dispositif qui permet vraiment de faire de la rénovation énergétique globale, efficace et durable. Donc c'est la définition de ce que j'ai donné juste avant du bâtiment BBC. Et en plus, il y a l'aspect impartial que la région rajoute pour assurer une rénovation dans l'intérêt des particuliers. En fait, à chaque moment de la rénovation, le particulier va pouvoir se référer à une personne impartiale, soit auprès de l'auditeur, soit auprès du conseiller Info Énergie, qui va lui donner un conseil réellement impartial, car il n'a pas de parti pris. Contrairement à un rénovateur qui, lui, potentiellement, dans certains cas, peut avoir des conflits d'intérêts. Donc là, il y a vraiment cette impartialité qui est ajoutée et qui est très importante pour donner de la confiance dans le dispositif. Donc, au niveau de la région, ils ont mis en place plusieurs acteurs sur le territoire pour gérer cette rénovation. On a tout d'abord les conseillers Info-Énergie, comme Monsieur Lebras qui est ici, qui, eux, sont les premiers, c'est le premier rang du dispositif qui permettent de filtrer un peu les différentes demandes
des gens. Donc, ils vont pouvoir orienter sur les délais de réalisation, sur comment faire quelles démarches faire, quelles subventions ils peuvent espérer toucher, etc. Donc, c'est eux qui vont préorienter les gens et puis filtrer un peu les demandes. Et ensuite, dans la phase opérative, pour les gens qui se lancent vraiment dans une rénovation conséquente, là, on passe sur, dans un premier temps, l'audit énergétique. Donc là, c'est nous, la coopérative idée, c'est là-dessus qu'on travaille tous les jours. L'idée, c'est de faire la conception BBC du bâtiment dès le départ. Même si le projet de travaux est faible, on va quand même prévoir une conception globale pour qu'on puisse faire une rénovation BBC en étapes et qu'un jour, on puisse y arriver facilement et sans encombre. Donc voilà, globalement, l'objectif de l'audit. Et ensuite, forcément, on fait intervenir des rénovateurs qui sont dits BBC sur la région, qui sont agrégés par la région grâce à leurs compétences, leur qualité de réalisation et par aussi, je dirais, leurs convictions aussi qui rentrent dans la dynamique de la rénovation BBC. Et donc, qui, eux, permettent de faire une vraie rénovation énergétique BBC car ils ont les compétences de le faire. Et ils sont formés pour le faire. Donc, l'ensemble de ces acteurs, plus éventuellement aussi les banques et les organismes financiers, effectivement, qui commencent à se prêter au jeu et qui commencent à rentrer dans la boucle, grâce à tous ces acteurs, on peut proposer aujourd'hui sur la région, l'ensemble de la région Normandie, vraiment une réponse efficace sur la rénovation énergétique des bâtiments, grâce à la charte de qualité qui a été établie, grâce à l'impartialité, les contrôles réguliers qui sont effectués auprès des auditeurs, auprès des rénovateurs, et puis l'ensemble des formations aussi qui sont apportées pour la région, qui permet une très forte montée en compétences de l'ensemble des acteurs, tous ensemble, pour vraiment former ce qu'ils appellent la chaîne de confiance, pour vraiment proposer quelque chose de très efficient et qui permettent d'être acceptés aussi par les gens, parce que la rénovation des BBC, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Donc, rapidement, quelques chiffres sur le dispositif. Je promets, je vais être rapide. Si on regarde le graphique à droite, on voit que la région prend de l'ampleur au niveau de son dispositif au fur et à mesure des années. L'année dernière, on a réalisé près de 820 rénovations BBC ou BBC compatibles. Alors, ce qui reste bien en dessous des objectifs globaux qui sont à atteindre de 40 000 rénovations à peu près sur la Normandie par an. Mais c'est quand même un bon début parce qu'au moins qualitativement, on répond aux objectifs. Là, par exemple, on n'a que 17% des rénovations qui ont été faites qui sont en BBC, mais les autres 83% des rénovations qui ont été faites en Normandie sont BBC compatibles. Elles n'ont pas encore atteint le niveau de performance, mais tout est prévu pour qu'elles puissent le faire facilement. Elles ont déjà le fil rouge qui est tiré et elles n'ont plus qu'à dérouler l'audit énergétique pour ensuite suivre les différentes phases de travaux pour un jour y arriver. Et donc, ces rénovations-là ont vraiment suivi le concept de la rénovation BBC et vont pouvoir s'inscrire vraiment durablement sur la performance énergétique. Et donc, au niveau de la région, globalement, on arrive à faire quand même quelque chose au niveau qualitatif qu'on ne retrouve pas ailleurs dans les autres régions de France. Malheureusement, on a encore un problème de quantité. Hein, ça, c'est un gros problème. Alors, la région réfléchit déjà à ça depuis un bon moment pour massifier. Là, il y a deux grosses problématiques qui se posent à ça. C'est la main-d'œuvre. Les rénovateurs BBC n'arrivent pas à récupérer assez de main-d'œuvre pour répondre efficacement dans des délais raisonnables pour faire ces rénovations BBC. Et puis, il y a un manque aussi de communication, tout simplement, du dispositif. Beaucoup de gens ne sont pas au courant de ces dispositifs et passent à côté, malheureusement. Voilà. Donc, rapidement, c'était l'histoire de présenter un peu les résultats de la région. Évidemment, il n'y a pas que la région qui subventionne. Hein. Ici, il y a beaucoup d'autres actions qui sont menées. J'ai listé ici les principales. Je vous laisserai éventuellement repréciser, aller re-regarder de quoi il s'agit à chaque fois. Je vais pas les énumérer ici. Mais voilà, il existe beaucoup d'autres subventions qui viennent s'ajouter à celles de la région et qui permettent aujourd'hui vraiment de proposer des plans financiers très aboutis et très intéressants pour les particuliers pour vraiment acter dans la rénovation énergétique et notamment dans la rénovation énergétique BBC. Typiquement, pour donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, quelqu'un qui est très modeste peut être subventionné jusqu'à 90% des travaux et en général, on l'atteint assez facilement, ce 90%, et le reste peut être facilement fait par un éco-PTZ. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, le frein, alors, il y a des cas particuliers, je veux bien entendre, mais généralement, le frein n'est plus économique sur la rénovation énergétique, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont en place. Le frein, il est, ce que je disais, plutôt sur de la main-d'œuvre
et de la communication qui fait que, vu que toutes ces aides, c'est complexe, les gens ont vite fait d'abandonner et de pas aller jusqu'au bout des choses et du coup de passer à côté, ce qui est préjudiciable à la performance globale de la rénovation énergétique du parc immobilier. En plus de ces subventions-là, il y a la région qui a développé tout un tas d'autres choses, notamment les chantiers ARA, donc auto-réhabilitation assistée, qui permet d'avoir un rénovateur BBC qui vient sur le chantier pour former les particuliers et qui travaille avec eux pour réaliser une partie ou la totalité de la rénovation. Ce qui est très intéressant parce qu'on peut quand même obtenir les subventions grâce à ça. Et en plus, les acteurs sur le territoire qui peuvent proposer cette expertise sont déjà présents et sont déjà en ordre de bataille pour le faire. Donc là, je pense à NRTR et Chantier de demain. Si j'oublie des gens, veuillez m'excuser, je les connais pas forcément tous, mais voilà, en tout cas, il y a déjà pas mal de choses qui ont été mises en place au niveau local pour vraiment faciliter la rénovation énergétique. Je me permets de rebondir sur l'ARA en 2 secondes. Donc en fait, l'ARA, c'est la région en effet qui veut montrer qu'elle est d'accord pour accompagner la réhabilitation par les particuliers parce que c'est quelque chose qui se fait de manière de toute façon automatique. Les particuliers rénovent d'eux-mêmes leur maison. Et donc l'ARP avec NRTR et d'autres intervenants du coup ont à cœur de réaliser des guides de bonnes pratiques, de la formation pour les artisans qui voudraient accompagner des particuliers dans la rénovation. Donc en fait, est en train de se faire une charte, toute une méthodologie autour de cet accompagnement pour que ça soit fait de la manière la plus compatible avec le programme BBC, bien sûr. Voilà, je me permettais juste de rebondir. Pardon. Non, mais merci pour ce complément. Pas de souci. Et du coup, sinon, j'en reviens. Donc, juste pour terminer, du coup, pour parler aussi de toutes les ramifications de différents autres je dirais secteurs qui profitent de cette rénovation énergétique et du dispositif régional entre autres, et qui du coup et la région aussi profite de ces différentes ramifications qui naissent grâce à la rénovation énergétique BBC. On a notamment la valorisation des écomatériaux dans la Manche, où le CAUE accompagne là-dessus. On a donc qui permettent une marginalisation des écomatériaux. On a aussi beaucoup d'associations qui développent des filières locales de produits biosourcés comme la terre, la paille, le bois, le chanvre, le lin, et j'en oublie encore. Mais voilà, pas mal de produits comme ça qui sont produits localement et qui ont un impact carbone assez faible. Donc ça, c'est la rénovation énergétique permet l'émergence de ces éléments-là, d'autant plus que quand on fait de la rénovation énergétique dans le bâti ancien, on se retrouve très souvent dans l'incapacité d'utiliser des matériaux modernes, ou alors c'est très compliqué de les utiliser, et c'est beaucoup plus simple de passer sur des matériaux biosourcés avec des techniques plus traditionnelles, et ce qui permet donc l'émergence de ce type de matériaux et de l'application de ces matériaux-là grâce à plein d'acteurs comme l'ARP, NRTR, les chantiers de demain. Encore une fois, je ne parle que ceux qui sont autour de moi, mais il y en a plein d'autres dans d'autres secteurs de la Normandie. Sinon, il y a aussi des choses qui se passent sur la gestion des déchets, sur la minimisation des déchets, sur la revalorisation des déchets. Donc ça, il y a pas mal d'acteurs aussi qui travaillent là-dessus parce que l'effervescence du dispositif et de la rénovation énergétique donne les moyens de travailler sur des éléments comme ça. Nous permet aussi, nous, de faire de l'analyse de cycle de vie des éléments, donc ce qui permet de prendre en compte vraiment la totalité des éléments d'un matériau ou d'un équipement pour juger de la meilleure rentabilité économique et environnementale d'un élément. Je donne juste un bref exemple. On arrive dans un bâtiment, il faut changer l'eau chaude sanitaire. On a le choix entre un ballon électrique, un ballon thermodynamique, donc une pompe à chaleur, ce qui s'installe assez souvent, et un ballon solaire. Des trois solutions, la plus rentable aujourd'hui sur le papier, c'est le ballon thermodynamique. Et on en voit s'installer partout, dans le neuf comme dans la rénovation. Sauf que si on analyse plus loin l'analyse de cycle de vie des différents dispositifs, on s'aperçoit que le ballon thermodynamique, il a une durée de vie qui est largement inférieure. Et en fait, finalement, qu'est-ce qui est le plus intéressant environnementalement et économiquement? C'est le ballon solaire, et de très loin. Et ça, le problème, c'est qu'on n'en installe quasiment pas aujourd'hui. Et il y a une méconnaissance de cette analyse de cycle de vie qui permet de se projeter à beaucoup plus long terme, ce qui est indispensable si on veut réussir cette transition énergétique.
Et donc, grâce au réseau et grâce au temps que ça nous permet d'attribuer à ce genre de réflexion, on peut développer des espèces de ramifications autour de la rénovation énergétique des bâtiments. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire par rapport à la rénovation BBC. Donc le bilan globalement, c'est pourquoi on le fait. Il y a des raisons environnementales avant tout, des raisons économiques, et puis éventuellement des raisons de confort. Donc ça c'est le pourquoi. Le comment, c'est vraiment cette vision globale de vraiment prévoir dès le départ une rénovation qui pourra s'inscrire dans le temps et qui restera compatible BBC tout le long pour vraiment faciliter la rénovation et éviter de détruire des choses qu'on aurait déjà fait qui seraient pas efficaces pour refaire à la place. Donc, pour vraiment pérenniser la rénovation énergétique. Et comment le faire ? Grâce notamment au dispositif de la région, mais pas que, il y a d'autres intervenants qui permettent vraiment d'encadrer et de financer l'ensemble de cette grand objectif de rénovation énergétique sur lequel là il y a un gros sujet sur les problématiques de massification, etc. Donc voilà un peu ce que je pouvais en dire sans trop rentrer dans les détails. Comme je l'ai dit tout à l'heure à certains, j'ai pas voulu rentrer dans les détails techniques de comment faire une rénovation BBC parce que une rénovation BBC, c'est très souvent du cas par cas en fonction des besoins, des contraintes, des budgets. Et du coup, je voulais pas, je ne pouvais pas parce qu'il n'y a pas de standardisation, il n'y a pas de généralisation à proprement parler dans la rénovation BBC. Et du coup, je n'ai pas pu rentrer dans les éléments techniques bien précis. Après, ça pourrait être l'occasion de création d'autres micro-conférences, mais là aujourd'hui, j'ai pas voulu tout rentrer dans ce détail-là pour pas être trop assommant et passer facilement à quelque chose d'autre. Et vraiment parler juste de la démarche globale de pourquoi faire du BBC, quel est l'intérêt, pourquoi c'est économiquement le plus intéressant environnementalement et économiquement. Donc voilà. Maintenant, je vais laisser place éventuellement aux différentes questions que vous pouvez avoir sur le sujet par rapport à ce que j'ai dit ou en digression. Éventuellement laisser place à pourquoi pas du débat sur tout ça. L'idée, c'est de pouvoir justement tous aussi se rencontrer pour partager les bonnes pratiques, partager les connaissances, etc. pour être d'autant plus efficace dans cette transition écologique. J'ai mis une petite liste de suggestions si jamais ça peut éveiller la curiosité ou alors l'imagination de certains. Mais du coup, je vais laisser la parole de nouveau à François pour orchestrer ce temps de questions. Merci, merci pour ton intervention, Tom. Je ne sais pas si c'était bien clair. Alors j'étais un peu rapide. En tout cas, c'est l'occasion de poser des questions déjà. Est-ce que vous avez bien compris le programme BBC ? Est-ce que vous avez localement des questions sur les aides que vous pourriez avoir, puisque c'est la première suggestion de question que tu poses qui est à mon sens très bonne. Et en plus, on a justement Lilian qui est là, qui pourra intervenir aussi pour dire s'il y a des aides un peu plus localement, s'il est au courant. Vous m'entendez ? Oui, on t'entend. Allô ? Allô Eric ? Guillaume, c'est ça ? Guillaume Jacquet, je crois que tu voulais prendre la parole. Oui, c'est pas moi qui avais commencé à prendre la parole, mais moi je veux bien. Eh ben, très bien, on t'écoute. Non, moi c'était juste pour ajouter quelque chose. Donc pour ceux qui n'étaient pas là au tout début, donc moi je suis architecte conseil au CAUE du Calvados, donc Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. Sur mon secteur qui est l'est du département, je côtoie régulièrement les rénovateurs BBC et du coup on intervient régulièrement en lien avec eux parce qu'on estime quand même assez complémentaires nous sur la question aussi de la préservation de la qualité du cadre de vie en général, qui est notre mission, pour pas que l'aspect architectural et paysager soit le parent pauvre de la partie rénovation énergétique. L'idée globalement, c'est qu'on veut pas voir fleurir partout des bardages bleu ciel parce qu'on favorise les isolations par l'extérieur en gros. Et nous, on est persuadés que les intérêts environnementaux et les intérêts paysagers peuvent se croiser, et c'est pour ça que nous au CAUE, donc en tout cas pour ma partie sur le Calvados, mais les autres CAUE le font souvent aussi, on propose du conseil gratuit aux particuliers en complément de l'accompagnement qui est fait par les rénovateurs BBC et les organismes comme idée.
Voilà, et l'idée étant de croiser à chaque fois les regards pour arriver à la meilleure solution possible. Voilà, c'était juste pour ajouter ce volet en plus qui est la partie architecturale, paysagère, parfois patrimoniale, pour pas l'oublier et pas résumer tout à une histoire de calcul en fait. Tout à fait, merci Guillaume. Et en fait, sur le site de l'ARP, il y a vraiment toutes les quand vous connectez sur le site de l'ARP Normandie, la partie pour les particuliers, il y a répertorié tous les conseils et toutes les structures qui pourraient vous accompagner. Notamment, bien sûr, les conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, mais aussi Maisons Paysannes de France, bien sûr les espaces Info-Énergie en premier, la région Normandie et la Fondation de France qui, même si vous pouvez avoir des maisons parfois avec un beau caractère architectural, comme tu disais justement Guillaume, pourrait recevoir une aide, un accompagnement. Donc, il y a encore d'autres systèmes. Donc n'hésitez pas à solliciter plusieurs contacts à chaque fois et le plus possible pour vous accompagner dans vos projets de rénovation. Est-ce qu'il y avait une autre intervention? Oui, On t'écoute. oui, oui, c'est Eric Zimolong, j'espère que vous m'entendez bien. Tout à fait. Donc effectivement, c'est une chaîne élargie, où bien entendu, on l'a vu dans le Pays d'Auge, on est intervenu dernièrement, le CAUE est bien entendu le bienvenu, puisqu'on veut faire véritablement un bon travail en globalité. Secondo, pour avoir plus de détails, je voulais vous dire qu'il y a aussi un site de la région qui s'appelle Chèque Éco-Énergie Normandie. Vous pouvez y aller facilement. Et là, vous aurez vraiment tous les détails, la liste des rénovateurs, les différentes aides qui sont mises en cours, qui sont bien entendu systématiquement cumulables aux autres, telles que l'ANA, le CAUE dans le 50 et les autres aides. Voilà, c'est tout. Merci Eric. Pour revenir aussi, excusez-moi, juste pour revenir par rapport au conseil du CAU, effectivement, j'ai pas voulu omettre ce conseil-là. J'ai forcément oublié des choses lors de cette présentation, je m'en excuse. Mais effectivement, c'est important aussi de lier les deux. Les deux vont en général de pair de toute façon. Et l'idée là, c'était de parler d'efficacité énergétique. Alors j'ai omis forcément énormément de choses. Certaines gens pourront m'en vouloir, je leur en voudrais pas. Mais voilà, en tout cas, effectivement, je voulais juste faire un monde honorable par rapport à ça. C'était très bien. En si peu de temps, c'est pas évident. C'était l'idée de faire court. Hein. Est-ce que du coup, il y a des particuliers parce que là, tous les professionnels réagissent, c'est très bien. Est-ce qu'il y a des particuliers qui ont des questions? Sachant évidemment que, voilà, par rapport aux questions, par rapport aux différents éléments, évidemment qu'on pourra de toute façon répondre dans un second temps par mail ou par téléphone si besoin est. Il n'y a pas de souci forcément de parler forcément ici s'il y a des projets personnels, j'entends. Mais effectivement, en tout cas, c'est le moment jamais de pouvoir partager éventuellement des retours d'expérience peut-être ou des questionnements généraux sur toutes ces démarches qu'il peut y avoir autour de la rénovation énergétique. Alors moi, j'ai des questions du coup. Oui. Vas-y Eric, je t'en prie. Non, je te prie de m'excuser François. Oui, en plus, pour rebondir, sur le site de la région, il y a à un moment donné un onglet avec une carte avec tous les espaces info-énergie. Donc il y a la carte, vous allez dessus, vous cliquez sur le secteur où vous êtes et vous avez systématiquement un numéro de téléphone avec en fait une permanence où vous pouvez vous adresser et qui vont vous aider dans les différentes démarches pour aller sur la globalité des aides. Voilà, c'est tout. Super. Moi, du coup, j'ai deux questions. Oui. Alors, du coup, ça s'adresse autant aux conseillers info-énergie qu'aux auditeurs qu'aux professionnels. Mais quel est le délai pour réaliser les travaux si on prévoit les travaux par tranche? Alors, qu'est-ce que tu sous-entends par tranche? Par exemple, je fais un projet au niveau 1. Est-ce que 2-3 ans après, enfin, c'est quoi le délai, je peux compléter et recevoir le solde, enfin, imaginez aller progressivement pas à pas dans le programme d'aide avec la région? Alors, pour l'instant, la région n'a pas prévu de pouvoir faire des compléments de ce genre. À voir justement comment la région va s'inscrire dans la durée par rapport à tout ça, parce que pour l'instant, on n'est pas encore. Le dispositif, je
pense pas assez vieux pour qu'ils aient eu encore à mettre ça sur le tapis. Mais effectivement, au bout d'un moment, la question, je pense, va se poser de comment on fait pour réintervenir sur les niveaux 1 et 2, donc les niveaux qui sont pas BBC, pour finaliser effectivement dans une deuxième tranche. Là, aujourd'hui, la région ne finance qu'une fois par logement et pour l'instant, ça s'est arrêté là. Mais rien, je pense, n'est fermé là-dessus et je pense que la région est tout à fait à même de pouvoir réfléchir sur cette thématique. Je ne sais pas ce que tu peux en dire, toi, Eric, de ton côté, mais je pense que c'est des choses qui doivent déjà être dans les cartons. Ouais, déjà, il y a une piste. Il y a déjà eu des rénovations globales au niveau 1, niveau 2, où les gens ont attendu 5 ans pour avoir à nouveau le droit au crédit d'impôt, Par exemple. par exemple. Et alors pour compléter sur ça, c'est vrai que la région, comme vous l'avez dit, ne donne qu'une fois l'aide, mais que la plupart des autres aides données par l'État ont ces 5 ans Voilà. de latence. Il y a que l'aide qui s'appelle les certificats d'économie d'énergie, qui sont les primes données par les fournisseurs, qui elles n'ont pas de latence. C'est ça. Et le problème, c'est que si on devait, après le problème des secondes tranches, pour répondre à ta question, François, le problème des secondes tranches, c'est qu'ils risquent pour le moment d'être quand même moins subventionnés que la première. Oui. Aujourd'hui, c'est là où on en est. Après, je pense que les choses vont aller en s'améliorant sur ces éléments-là, mais en tout cas aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. La plupart des rénovateurs BBC qui vont au niveau 2 avec 5 000 € pour le client et qui ont à la fin un test d'infiltrométrie et un test aérolique, disent à leurs clients, voilà, là on a pu voir ce qu'il reste à faire, les 40% à faire, et je leur fais parler du crédit d'impôt pour justement pousser les gens à rester avec eux et aller au bout du projet. Est-ce que ça répond à ta question, François? Oui, en fait, j'étais très impressionné par le fait que il y a déjà 17-18% des gens qui avaient atteint le niveau BBC, donc c'est sur les 4000 projets, enfin sur les 800 projets, c'est pas mal. Ouais. Mais du coup, en fait, il y avait aussi 80% des gens qui ne l'atteignaient pas. Et donc, du coup, peut-être que ces gens-là, demain, avaient encore plus de difficultés à aller chercher, du coup, de nouveau, une économie très importante par rapport à la consommation d'énergie. Bah effectivement, plus on avance dans la rénovation, plus ça devient compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut bien envisager l'interaction entre les postes de travaux pour envisager la suite, pour que, en tout cas, que économiquement et aussi techniquement, on puisse facilement suivre le processus. Parce que en général, c'est ce qui se passe là dans la rénovation. Quand je dis classique, c'est sur le reste, en dehors du dispositif régional, en tout cas. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est du parcellaire. On rénove les murs, voilà, c'est comme ça, on réfléchit pas au reste. Et le problème, c'est que quand on aura à revenir pour faire, je sais pas, les menuiseries ou le plafond, et ben la liaison entre l'isolation des murs et des menuiseries ou du plafond, et ben elle va pas pouvoir être bien assurée parce que rien n'aura été prévu. Et donc, à aucun moment, on ne pourra vraiment avoir une globalisation efficace de la rénovation du bâtiment. C'est le gros problème de la rénovation énergétique classique aujourd'hui. Et c'est là où la région apporte vraiment une solution beaucoup plus durable sur la rénovation. Et je dirais même plus, il y a quelque chose de très intéressant parce qu'on sort du domaine de la consommation et là on a véritablement une chaîne de confiance avec tous les acteurs qui font participer le maître d'ouvrage. Ça c'est hyper important et c'est hyper important pour la prise de conscience et sortir du consumérisme. Aussi, ouais. Est-ce que tu veux nous expliquer justement un peu cette prise de conscience du particulier? Est-ce que tu veux développer dessus, Eric? Oui, en fait, on s'est aperçu que si on travaille comme il faut, c'est-à-dire une vraie chaîne de confiance, et d'ailleurs, il faut qu'on continue à travailler sur cette chaîne de confiance où le CAUE, le conseiller de l'État, l'auditeur, le rénovateur travaillent véritablement ensemble. À un moment donné, ils sont obligés de faire entrer dans le jeu le maître d'ouvrage. Et là, le maître d'ouvrage, lui aussi, apprend, participe et fait en sorte qu'on aille jusqu'au bout. Parce que c'est quand même une demande du maître d'ouvrage. Donc il faut qu'on soit en accord avec lui. Donc on est obligé pour aller aussi loin, parce qu'avant on faisait du coup par coup, maintenant on fait du global, ce qui amène un budget, ce qui amène une réflexion. Et c'est vrai qu'en fait,
il faut systématiquement intégrer le maître d'ouvrage. C'est hyper important. J'ai été moi-même bureau d'études thermiques, j'ai travaillé sur des chantiers, et quel plaisir quand on voit que le maître d'ouvrage participe et en fait fait acte avec le rénovateur, l'auditeur et le conseiller. Superbe. Et en plus, si on accompagne le maître d'ouvrage à réaliser lui-même une partie de ses travaux, et qu'en plus c'est pris en considération et en accompagnement par la région, donc c'est vraiment, vraiment super. Il n'est pas que conscient, mais il peut être aussi contributeur. Donc c'est vraiment top. Tout à fait. C'est vertueux. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde participe. Et ben ça tombe bien, je crois que Maud a une question sur Lara, justement. Est-ce que tu veux la poser, Maud? Oui, bonjour, du coup, Maud Atamaniuk, architecte. Alors nous, on a des chantiers où justement on essaye d'impliquer au maximum le maître d'ouvrage. Et on réalise que sur certaines phases, on pourrait l'impliquer dans la construction elle-même. Donc du coup, je me demandais si vous aviez des réponses en termes d'assurance par rapport à... du coup, c'est pas de l'auto-réhabilitation puisqu'on a des entreprises sur chantier. Mais voilà, comment faire intervenir le maître d'ouvrage et l'architecte aussi, pourquoi pas, sur le chantier. Alors, je me permets de répondre. Oui, vas-y. C'est un sujet extrêmement sensible qui est débattu par beaucoup d'intervenants. Et alors, je vais te donner juste une réponse très très globale et t'inviter à contacter Grégory Boulin, mon collègue, qui est l'animateur sur ce sujet-là à la région. Pour ces questions-là d'assurance, moi-même j'ai pas l'info, donc je préfère pas dire de bêtises, à moins que quelqu'un l'ait actuellement, mais ça reste évidemment évolutif ces choses-là. Il s'avère que c'est en général l'artisan qui prend l'assurance à sa charge, sachant que comme s'il avait des salariés, il contrôle le travail qui a été fait, à voir avec l'association ou l'accompagnant. Qu'est-ce qu'on peut réellement confier au maître d'ouvrage en fonction de ses capacités, de son dynamisme, et surveiller et accompagner et faire de la pédagogie, quoi, toujours. Donc, je t'en prie. Éventuellement, du coup, ça voudrait dire que ce serait peut-être plus simple de se diriger vers une association qui pourrait nous accompagner pour une période de chantier, quoi. Là, je peux répondre, hein, pour des raisons juridiques, vaut mieux s'accompagner effectivement d'une association, ce qui permet en fait qu'il y ait moins de désordre en termes juridiques. Ouais. Par exemple, NRTR, de ce que j'ai compris, eux, au niveau assurantiel, ont quand même des solutions à apporter pour les artisans. C'est-à-dire que même un artisan qui voudrait faire de l'ARA pourrait passer par NRTR pour que NRTR fasse la logistique de l'ARA. Alors ça, faut revalider avec les gens de NRTR, mais eux, en tout cas, étaient plutôt en avance sur cette thématique-là et sont en capacité de répondre sur pas mal de choses sur l'ARA, quoi. Là, faut contacter. C'est très dangereux si jamais le client change d'avis et si jamais malheureusement il y a un problème juridique. C'est vrai que je suis tout à fait d'accord, ça reste relativement problématique. Sachant que vaut mieux prendre contact avec Grégory, parce qu'il y a bien sûr NRTR, mais il y a aussi la CASE qui est intéressée, donc la communauté d'agglomération Seine-Eure. Il y a à Évreux Solia, merci. Et sur le 76, je ne sais pas trop si on a encore un intervenant vraiment identifié. Mais en tout cas, ça va se développer de plus en plus. Et en tout cas, pour l'instant, on contacte Grégory pour ces questions-là qui, moi, me paraissent le bon interlocuteur. J'ai pas connaissance d'un interlocuteur précis sur ces questions-là dans le 76. Non, à Solia, il y a Prune, par exemple. C'est vrai que dans le 76, j'étais en train de chercher. Je suis d'accord avec toi, je vois personne. Mais ça va venir. Il faut bien comprendre aussi que dans le dossier, enfin le dispositif région chez Ecoénergie, la part d'auto-réhabilitation doit être marginale. Alors ça, c'est l'auto-réhabilitation pure et dure. Mais l'auto-réhabilitation assistée, là, il n'y a pas spécialement de limite. D'accord. Oui, tout à fait. La région a donné son accord.
Ouais. Moi, C'est vraiment sur de l'assisté. Assister, ça c'est Voilà. clair. C'est pour ça que, pour répondre vraiment à la question, il faut véritablement qu'il y ait une association ou une coopérative qui s'en occupe, quoi, qui protège la totalité des choses. moi, On je peut pas se propose, faire comme ça avec un artisan et puis c'est tout, quoi. je propose justement qu'on fasse une conférence sur l'ARA parce qu'en fait, je vois qu'à chaque fois, il y a plein de questions dessus. Très C'est bonne idée. passionnant et qu'on fasse venir les bons intervenants pour nous en parler. Ouais. Complètement. Ouais, j'essaie d'organiser ça rapidement avec Grégory, avec Solia, avec Enerter et avec la région, bien sûr, si elle veut participer. Pour Je suis partant, et même avec les fédérations, on pourrait réinviter la CAPEB et la FFB pour bien mettre les choses au point, quoi, que les choses soient bien cadrées. Ah oui, Et alors, même on peut l'ordre dire des architectes, d'ailleurs. là, c'est de l'information, c'est de l'accompagnement. Là, on va pas rentrer en négociation avec la CAPEB et la FFB maintenant. Oui, remarque, oui, tu as raison, oui, c'est vrai. On reste à faire des trucs accessibles. Donc là, on Mais à coup de on pas. a plus que 13 participants et déjà, on voit que ça peut voilà, être compliqué parfois. Donc, imaginons, nous, si on arrive à 50 sur ces sujets-là qui sont extrêmement compliqués. Bon, voilà. Est-ce qu'il y a Mais c'est toujours pareil, par contre, parce que si on part sur en fait une mise en œuvre avec un client, un maître d'ouvrage que l'on fait participer, les choses se passent déjà mieux, quoi. En fait, on sort du volet juridique. Donc c'est vraiment l'affaire de tous, quoi, en fait, quelque part. C'est une prise de conscience. Est-ce qu'il y a des questions qui ne concernent pas Lara, sinon? On va faire une réunion, promis. Non, il n'y en a pas? Ok. Et du coup, moi, j'avais une deuxième question pour le chèque audit. À moins que vous avez encore envie de parler d'ARA, mais là, je trouve qu'on n'est pas les bons intervenants. Enfin, il manque du monde. Ouais, je suis d'accord. Donc, la deuxième question, c'était peut-on valoriser les précédentes rénovations ou changements de système de chauffage dans le cadre du chèque éco-énergie? Alors, À partir moi, je peux répondre. Oui, vas-y. En fait, le dispositif chèque éco-énergie se base sur l'état de la maison au moment de l'audit énergétique. C'est ça. Donc, ce qui a été réalisé avant l'audit est pris en compte comme état initial de la maison. Donc, on ne peut pas le prendre en compte dans la rénovation. C'est ça. Ce qui fait Ouais, que t'es bien d'accord. le dispositif région, en fait, met en avant la réhabilitation des maisons qui sont très déperditives. Vu que les différents paliers de subvention dépendent d'un pourcentage de gain énergétique global de la maison, plus la maison est mauvaise au départ, plus c'est facile d'atteindre les paliers les plus élevés. Tout à fait. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Les maisons, c'est vrai que le dispositif, pour des maisons qui ont été construites dans les années 90, par exemple, avec du béton et du polystyrène directement en isolation par l'intérieur, là, l'audit le niveau 1, les 40% de gain énergétique vont être compliqués à atteindre sans des travaux importants. C'est vraiment une volonté de réhabiliter le parc, surtout des années 50, 60, qui est pas du tout isolé, quoi, pour l'instant. C'est ça. Bon, bah, très bien. Ça me va. Du coup, je me souviens, Tom, dans ta présentation, tu avais d'autres sujets que tu voulais proposer de discussion. Est-ce que tu nous partagerais cette page-là pour qu'on puisse justement oui, voir oui. Est-ce que, puisque j'ai l'impression qu'on est quand même pas mal entre professionnels, oui, effectivement. on se dise, Alors, est-ce que quelqu'un veut participer? Est-ce que vous trouvez les sujets pertinents? Enfin, on est ouvert aux suggestions. Voilà. Parce que moi, j'avais proposé effectivement tout ce qui concernait les réglementations thermiques dans le neuf, notamment celle qui va venir à partir de l'année prochaine, la RT 2020, qui va prendre en compte aussi tous les aspects environnementaux et pas seulement énergétiques. Faire éventuellement des choses sur le bioclimatisme, sur l'énergie renouvelable, les pathologies dans le bâtiment, tout ce qui est management de l'énergie, système énergétique, éventuellement simulation énergétique, mais ça devient un peu plus pointu, un peu moins intéressant, je pense. Mais voilà, en tout cas, c'est pas d'autant, enfin voilà, c'est des pistes qui peuvent être éventuellement
traité, en tout cas par moi. Après, je pense que voilà, il y a plein d'autres choses qui peuvent être traitées, notamment la race. Je pense que c'est très important de traiter. Les écomatériaux, le biosourcé, c'est pareil. Ça, c'est pas moi qui en parlerai le mieux. Et voilà, je pense qu'il y a possibilité d'élargir en plus ce listing. Et le volet de la ventilation aussi, très important. Ouais, je l'inclus effectivement plus ou moins dans la pathologie liée à l'humidité, mais oui, effectivement, je pourrais faire aussi quelque chose rien que sur la ventilation. Hein. C'est clair que sur 15-20 minutes, de toute façon, ce sera pas trop pour parler exclusivement de la ventilation. Et puis après, un autre sujet très important qui touche à l'étanchéité à l'air, puisque c'est pas validé par tout le monde, c'est la membrane. Ouais, alors tout dépend du type de rénovation, mais effectivement, la membrane peut être, oui, ça peut faire aussi partie de quelque chose une thématique particulière. En tout cas, va occuper une partie importante de l'étanchéité à l'air d'un bâtiment. Mm. Après, la membrane, c'est pareil. Faudrait vraiment un rénovateur ou un professionnel de la membrane pour en parler. Moi, je pense que ce serait intéressant, au niveau des pathologies du bâtiment, de surtout parler de comment les identifier, quoi. Parce Oui, que par exemple. si c'est une conférence qui est plus destinée aux particuliers, faut surtout qu'ils puissent voir où sont les pathologies potentiellement dans leur bâtiment. Tout à fait, oui, c'est vrai. Alors, il y a un super travail qui a été fait en 2012 par l'ARP Normandie et beaucoup d'acteurs professionnels de l'éco-construction en général, notamment les CAUE, pardon, la région et sûrement d'autres architectes, enfin plein de monde. Et ce document, justement, énonce pas mal les sources de pathologie à l'intérieur de la maison. Donc, il est sur le site de l'ARP dans la partie ressources. Mais par contre, je pourrais essayer de trouver un professionnel euh, qui serait d'accord pour en parler, parce que il y en a quand même pas mal sur le territoire de la Normandie qui seraient assez compétents sur ce sujet. En tout cas, je note comme sujet d'échange, ça peut être très intéressant, identifier les pathologies dans le bâtiment, c'est très pertinent. Pas d'autres Le bioclimatisme, suggestions? ça me paraît être une bonne idée aussi. C'est assez large et complexe, mais oui, effectivement, on peut parler quand même de pas mal de choses. En tout cas, effleurer le sujet, quoi. Parce que pour le coup, c'est pas vraiment un sujet qui est très, on va dire, mathématique, physique, quoi. C'est pas des trucs qui sont c'est des trucs qui sont difficiles à quantifier. Donc, si on peut avoir une première approche de ça, c'est sans rentrer dans, oui, si on met une plante montante à côté de notre porte-fenêtre, ça va être plus humide. Enfin, oui, d'accord, mais. Oui, complètement. Après, c'est vrai que c'est un sujet qui est assez vaste si on veut parler de tout. Mais oui, en tout cas, je pense qu'il y a des belles thématiques à aborder éventuellement dans le bioclimatisme. Ouais. Et là, c'est pareil, c'est des sujets qui sont plus complexes à aborder, qui méritent plus de sourcing, plus de travail en amont. Mais en tout cas, si ça intéresse des gens, effectivement, en tout cas, ou même sur des thématiques précises du bioclimatisme, je pense que ça peut être des sujets intéressants à développer. Tout à fait. Si vous avez envie, en tout cas, vous pouvez toujours nous écrire un mail pour proposer, pourquoi pas, Claire, si tu as envie de parler de ton aspect de travail de la terre, de choses comme ça, ça nous intéresse évidemment énormément. Maud et Patamonique aussi, bien sûr aussi, enfin dans le travail que tu fais, il y a plein de choses qui peuvent être intéressantes à partager. Excusez-moi, je reconnais pas tout le monde, hein, évidemment, juste à leur prénom ou non. Mais enfin voilà, n'hésitez pas à nous proposer des idées de conférences, de ce que vous auriez envie d'apporter aux autres comme compétences et comme technique. Et même plus loin que ça, je dirais aussi, n'hésitez pas à nous faire un retour aussi sur le formalisme de ces micro-conférences. Est-ce que c'est trop long, trop court, trop ennuyeux, enfin voilà, qu'on puisse aussi nous calibrer au mieux le format de ces micro-conférences. Est-ce que ça a un réel intérêt? Est-ce que vous pensez que vous pourriez être intéressé pour une micro-conférence mensuelle ou quelque chose comme ça pour s'inscrire dans la durée, pour que nous on puisse vraiment programmer éventuellement cette expérimentation de micro-conférence aussi. Très juste, c'est une très bonne idée. Oui, n'hésitez pas à faire les retours. On pourrait organiser un petit sondage avec les questions, enfin un peu comme le formulaire d'inscription là,
vous reproposer un formulaire d'appréciation maintenant, Ouais. histoire Ce serait... d'orienter un peu les questions et les réponses. Ok. Est-ce que tu as envie de conclure, Tom? Eh bien, conclure difficilement, au-delà de ce que je viens de dire, de nous faire des retours sur ce que vous avez pensé de cette initiative et voilà, des retombées que ça peut avoir. Non, j'ai pas grand-chose à conclure. J'espère en tout cas que ça vous a intéressé malgré tout et qu'on pourra éventuellement continuer cette expérimentation de microconférence pour aller, voilà, pour encore une fois, là, je suis sur la bonne page. Vraiment, l'idée, c'est vraiment de pouvoir échanger sur ces thématiques-là avec les différentes compétences et vraiment essayer de trouver les synergies qu'on peut avoir localement pour amplifier les convictions qu'on a tous chacun dans la transition écologique, quoi, simplement. Ok. Impeccable. Du coup, Merci beaucoup, Tom. Merci beaucoup, François. Super. En tout cas, n'hésitez pas à solliciter la chaîne de confiance mise en place sur la région Normandie parce qu'elle est vraiment chouette, à poser des questions. Et puis, j'ai bien noté Maud dans la ventilation. En intervenant là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais de toute façon, Tom m'a l'air d'être déjà bien compétent là-dessus. On va se faire. S'il faut la ventilation, je peux. Et sur le format 20 minutes de présentation, 20-25 minutes d'échange, vous trouvez que c'est pertinent aussi? Enfin, n'hésitez pas, on fera. Super. Merci tout le monde. Je vois que. Ouais. C'était un bon moment. Merci de la présentation. Merci, à très bientôt. Ouais. Merci à vous. Merci. Au revoir. Super.